Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h41 lors de la revue de la presse et des médias israéliens, et un peu comme je vous le disais, avec une certaine note, on va dire, acerbe, bien, nous allons faire comme tous les quotidiens israéliens, comme tous les médias, comme la plupart des sites d'information. Nous allons ouvrir notre revue de la presse ce matin par la météorologie nationale et par cette soufa, cette tempête qui frappe l'État d'Israël de plein fouet depuis hier soir, qui devrait se prolonger jusqu'à la nuit prochaine. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de mauvais temps ou même de météo, eh bien, les médias israéliens ont toujours un petit peu tendance à exagérer, surtout lorsque l'actualité ne leur offre pas grand-chose d'autre. Dans l'œil de la tempête à Ein Seara, titre ce matin le Yediot Aharonot, en nous montrant une photo d'un Israélien sous un parapluie qui, selon lui, se prépare à la soufa. C'est le temps le plus hivernal possible, précise le journal. La soufa, la tempête qui a débuté hier, atteindra son paroxysme aujourd'hui. Température basse, vent fort qui pourront arriver jusqu'à 100 km/h sur le littoral. Mais le journal nous précise également que dès le début de la semaine prochaine, le beau temps sera de retour. Alerte à la soufa, titre ce matin le Israël Hayom. Préparez vos parapluies et vos couvertures. De gestes que l'on fait, somme toute, assez naturellement en hiver, n'est-ce pas, Eliana? Le général hiver attaque, titre donc le Israël Hayom. On s'attend à des pluies diluviennes dans le nord autour de 100 mm, et c'est tant mieux, puisque l'on a beaucoup parlé ces 2 derniers mois de sécheresse. Et le Israël Hayom d'indiquer à ses lecteurs qui n'ont sans doute jamais vu ce que représentaient quelques pluies fortes et des vents solides, quelques principes de conduite en temps de tempête. Alerte à la soufa. Titre également le Maariv en montrant une photo du port de Tel Aviv contre lequel les vagues hautes de 5 à 7 mètres viennent se briser. L'État d'Israël se prépare à une perturbation hivernale extrême, titre le Maariv, et dimanche le soleil sera de retour. Voilà, vous l'avez compris, c'est ce qui préoccupe les médias et indirectement les Israéliens. Et si l'on peut rajouter un petit peu pourquoi, eh bien parce que c'est probablement ce que demande le peuple. Et pour préciser, la soufa dont je vous parle depuis quelques minutes, eh bien, n'a rien à voir avec Sofa Landwehr, qui est la ministre israélienne de l'intégration et de l'Aliyah que nous connaissons bien ici à Kalita, même si parfois elle aussi est un petit peu tempétueuse, n'est-ce pas, Eliana? Voilà donc pour ce mauvais temps qui déferle sur l'État d'Israël pour ces 24 prochaines heures. Le reste des Hadashot, eh bien, c'est une information qui est fournie par justement le service des Hadashot, le service d'information des chaînes privées 12 et 13 israéliennes, qui a révélé hier soir dans son journal télévisé que le ministère israélien des Affaires étrangères s'oppose à l'intention du président Trump de réduire ou même de cesser la subvention américaine à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, si les Palestiniens devaient continuer à refuser de revenir à la table des négociations. Une subvention qui, nous l'avons dit, s'élève à quelques 300 millions de dollars. Alors pourquoi une telle opposition alors que le ministre des Affaires étrangères, qui n'est autre que Binyamin Netanyahou, a déjà dit et répété ces derniers mois qu'il était favorable à la fermeture de l'UNRWA et à son transfert au sein du Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU? Apparemment, eh bien, les diplomates israéliens au ministère israélien des Affaires étrangères affirment que l'arrêt de l'aide économique américaine à l'UNRWA risque de provoquer une véritable catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Et Tsahal d'ailleurs leur emboîte le pas en affirmant que la situation est actuellement déjà suffisamment tendue dans la bande de Gaza et un arrêt du financement américain de l'UNRWA risquerait d'avoir des répercussions sécuritaires néfastes pour l'État hébreu. Monsieur Netanyahou se retrouve donc dans le cas précis, comme l'analyse certains experts ce matin, entre le marteau et l'enclume contre l'UNRWA, mais également contre un risque de dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le Maariv nous indique ce matin qu'en dépit de la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël le 6 décembre dernier, la vague de violence constatée à Jérusalem et en Judée-Samarie a été moins importante que ne le prévoyaient les forces de sécurité. Le Maariv insiste en particulier sur la région du Gush Etzion où l'on n'a pas recensé le moindre attentat depuis la déclaration de Trump. Au total, pour l'année 2017, le nombre d'attentats recensés dans le Gush Etzion est en baisse de 50% par rapport à 2016. Seulement entre guillemets bien entendu, 14 attentats durant toute l'année 2017 dans cette région. Et le Maariv indique que la lutte que mènent les forces de sécurité israéliennes dans cette zone a aussi un effet sur le prix des armes dans la contrebande, dans le marché noir, au marché noir. Le prix d'un fusil automatique M16 sur le marché noir pour les apprentis terroristes palestiniens est passé en un an de 8 000 à 60 000 shekels.
Tempête également au sein du parti chasse, avec les sites d'information qui avaient annoncé hier après-midi la démission du ministre des Cultes David Azoulay de la Knesset et son remplacement par son fils. Motif Azoulay est actuellement souffrant, il ne peut se déplacer apparemment à la Knesset pour voter en particulier la loi sur les supérettes, dont on a beaucoup parlé cette semaine, on en a parlé même autour du comportement plutôt stupéfiant du ministre de l'Intérieur. Selon les informations, le fils de David Azoulay aurait donc pris sa place à la Knesset, selon les prévisions qui étaient faites, donc selon ce à quoi on s'attendait. Eh bien, le fils de David Azoulay aurait donc pris sa place à la Knesset, mais au fil des heures, eh bien, il s'est avéré que l'information n'était pas précise. D'abord parce que le fils de David Azoulay n'est pas le suivant dans la liste électorale du parti chasse, et ensuite parce que finalement David Azoulay a lui-même démenti les informations qui circulaient. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il serait présent la semaine prochaine lors du vote pour la loi sur les supérettes, l'ouverture ou la fermeture des supérettes durant le Shabbat. Vous souvenez certainement de l'affaire des costumes de François Fillon, qui a été en partie responsable de son échec aux élections présidentielles. Eh bien, ce matin, le Maariv annonce en première page que le Premier ministre Binyamin Netanyahou serait désormais suspect lui aussi d'avoir reçu des costumes de luxe de la part d'un ami milliardaire, Spencer Pratige, j'espère que je n'écorche pas son nom. Celui-ci aurait offert à M. Netanyahou des costumes d'une valeur de $5 000 l'unité, une information qu'il faudra confirmer dans les prochains jours, ou confirmer ou infirmer bien entendu dans les prochains jours. Ceci étant, l'interrogatoire du député Likoud David Bitan hier dans les locaux du département des investigations de la police israélienne 433 a tourné court. En effet, d'emblée, David Bitan a indiqué qu'il avait décidé de garder le silence sur les conseils de son avocat, et ce afin de ne pas fournir aux enquêteurs des informations qui pourraient finalement l'incriminer dans les affaires de corruption de la mairie de Rishon LeZion. Bitan aurait choisi cette stratégie parce qu'il ne connaît pas encore la nature de l'accord qui est en train de se préciser entre celui qui a été son associé, Moshe Yosef, et les enquêteurs de la police. Je vous rappelle que, selon la presse, Moshe Yosef serait devenu témoin à charge dans cette affaire et il aurait déjà fourni à la police des informations plutôt embarrassantes pour l'ancien président de la coalition gouvernementale. Tous les quotidiens reviennent bien évidemment ce matin sur la mort hier à 85 ans d'Aaron Appelfeld, le grand écrivain israélien de la Shoah. Dans le Yediot Aharonot, Nechama Rivlin, l'épouse du président de l'État, lui rend un hommage appuyé en première page du journal. Merci à vous, Aaron, pour les personnages que vous avez rajoutés à notre vie. Et Nechama Rivlin d'insister sur la manière tout à fait particulière, et sereine et paisible qu'avait Aaron Appelfeld de raconter, y compris des événements particulièrement dramatiques comme ceux qu'il a vécu durant la Shoah. Et dans le Israël Hayom, Amnon Lord explique qu'Appelfeld est devenu au cours de la dernière génération l'un des plus grands écrivains juifs au monde, et de raconter que lorsque l'on demandait à Appelfeld lors de ses déplacements à l'étranger ce qu'Israël devait faire face à tel ou tel défi, eh bien il répondait pudiquement: lorsque je me lève le matin, même moi, je ne sais pas exactement ce que je vais faire dans le courant de la journée. Tension dans la yeshiva de Poniovitch à Bnei Brak. Un ancien élève de la prestigieuse yeshiva a déposé une plainte pour harcèlement sexuel, et les rabbins de la yeshiva ont choisi de se taire et ont tenté d'étouffer cette affaire, selon le site orthodoxe Kikar HaShabbat. Repris hier par les informations de l'ex-seconde chaîne, un élève âgé de la yeshiva aurait harcelé sexuellement des élèves plus jeunes, et certains des rabbins qui étaient au courant donc se seraient tus. Il faut rappeler que la yeshiva de Poniovitch est la plus célèbre yeshiva du monde lituanien orthodoxe, même s'il faut bien avouer qu'elle fait parler d'elle au cours des dernières années, plus par ces très graves dissensions internes entre deux clans qui se disputent, y compris dans le Beth Midrash, que par le fruit de son étude de la Torah et de la Gemara. Que peut-on lire ce matin dans les suppléments du Shabbat? Entre autres, eh bien, le Maariv nous présente un portrait d'Ariel Sharon en tant qu'officier supérieur de Tzahal, et quelle a été sa véritable contribution, la contribution d'Ariel Sharon au mythe de l'armée israélienne. Un portrait de Sharon également dans le cadre d'une série concernant les grandes figures d'Israël à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël, et bien entendu aussi à l'occasion du 4e anniversaire de la disparition d'Ariel Sharon, qui est décédé le 11 janvier, il y a donc 4 ans.
Le Yediot Ahronoth interroge dans son supplément Adi Zingler, qui est une ravissante jeune femme, mais qui a été la copine de Gilad Shalit pendant plusieurs années. Elle explique dans cet entretien les raisons qui l'ont conduit à mettre un terme à ce roman d'amour assez médiatisé. Et toujours dans le Yediot Ahronoth, le journal a rencontré Daphna Leaf, la meneuse de la révolte sociale de l'été 2011, qui explique que 6 années plus tard, elle n'a pas langui les manifestations du boulevard Rothschild. Par contre, Shlomo Artzik, qui a une chronique hebdomadaire dans le supplément du Yediot Ahronoth, lui affirme cette semaine qu'il a bel et bien langui Daphne Leaf. Enfin, dans le supplément de Israël Hayom, on peut découvrir un portrait de Lian Nadjami, une arabe israélienne musulmane qui a grandi à Haïfa et qui explique aujourd'hui au monde entier, dans le cadre de campagnes d'information, pourquoi il est interdit de boycotter l'État d'Israël. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.